vote. Ordre du jour. Ordre du gouvernement, projet de loi émanant du gouvernement Sénat, deuxième lecture du projet de loi S7, loi de lutte contre le terrorisme. Dernier, considérer la question devant la Chambre. Il reste 11 minutes pour le député de Abitibi-Témiscamingue. Reprise de débat. L'honorable député de Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme vous l'avez dit, j'ai été coupée par le temps, malheureusement, lundi. Et au moment où est-ce que j'étais coupée, je parlais des témoins qui s'étaient prononcés contre ce projet de loi-là, en le considérant comme inutile et portant atteinte à diverses libertés civiles et des droits de la personne. Ces témoins-là avaient témoigné lors de l'étude de 2001 par le Comité permanent de la sécurité publique et nationale sur l'ancien projet de loi C-17. Donc, c'est la version antérieure de ce projet de loi-là sous une autre législature. Je veux revenir sur ce que M. Denis Barrette de la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles avait dit. Je voudrais le citer. Les dispositions concernant les investigations judiciaires et les arrestations préventives ayant pour objet d'imposer des engagements assortis de conditions sont dangereuses et trompeuses. Les débats du Parlement sur cette question doivent s'appuyer sur un examen rationnel et éclairé de la loi antiterroriste. La première disposition permet d'obliger une personne à comparaître devant un juge et à témoigner lorsque le juge estime qu'il y a des motifs de croire que cette personne possède des informations concernant un acte terroriste qui a été commis ou qui va l'être. Le refus de coopérer peut entraîner l'arrestation et l'emprisonnement pour une période d'1 an. De plus, la disposition concernant l'investigation judiciaire octroie à l'État un nouveau pouvoir de perquisition. On n'en parle pas assez. En effet, cette disposition peut obliger l'individu à déposer un objet devant le juge, devant le tribunal, qui le remettra à la police. De plus, ces dispositions actuelles encouragent le profilage racial et le profilage fondé sur des motifs religieux, politiques et idéologiques. Dans son rapport sur le Canada en novembre 2005, le Comité des droits de l'homme des Nations unies faisait part de sa vive préoccupation quant à la portée trop large de la définition de l'activité terroriste incluse dans la loi antiterroriste. Le comité écrivait « L'État partie devrait adopter une définition plus précise des infractions de terrorisme de façon à ne pas cibler des individus pour des motifs politiques, religieux ou idéologiques dans le cadre des mesures de prévention, d'enquête et de détention. » Fin de la citation. Je pense qu'ici, on voit que divers problèmes qui ont été posés par le C-17 sonnaient déjà l'alarme à l'époque au niveau des libertés civiles et de l'utilisation qu'on pourrait faire d'une pareille loi. Et ces problèmes-là demeurent dans le projet de loi S7. Comme je le disais précédemment, dans ce projet de loi, il y a clairement un problème d'équilibre entre la sécurité et les droits fondamentaux. Et ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois aucune raison valable de justifier la mise en place de ces dispositions. Comment des dispositions qui ont expiré depuis maintenant 5 ans deviennent tout à coup si importantes et doivent être mises en application, alors que lorsqu'on pouvait les utiliser, leur utilité n'a jamais été prouvée. Aucun des témoins n'a pu citer un cas à sa connaissance qui nécessiterait ce genre de loi. En réalité, aucun témoin n'a même dit que dans les faits, ces dispositions étaient nécessaires. Au contraire, des témoins ont clairement dit au comité sénatorial qu'il y avait des problèmes majeurs au niveau des droits de la personne et des droits des enfants. Je vais revenir sur ce que M. Ishan Gardem du Conseil canadien en relations islamo-américaines a dit. Je cite, « Nous sommes conscients de l'accent particulier qui est mis sur la sécurité publique et nationale depuis une dizaine d'années face à la menace du terrorisme. Nous sommes également conscients des risques importants que présentent pour notre société libre et démocratique les réactions excessives et la peur lorsqu'elles sont à l'origine de lois et de politiques d'intérêt public. Nous risquons, en fin de compte, de saper les valeurs fondamentales qui sont au cœur du Canada sans pour autant être mieux protégés contre le terrorisme. Nous rejetons vivement le propos de ceux qui prétendent qu'établir un juste équilibre entre la protection des droits de la personne et la sécurité constitue une tâche insurmontable. »
En plus de partager bon nombre des inquiétudes exprimées par d'autres au sujet du projet de loi qui est proposé, les musulmans canadiens ont certaines appréhensions concernant la possibilité que le projet ait un impact disproportionné qui peut être jugé discriminatoire sur les membres de nos communautés. S'agissant maintenant de l'incidence sur les libertés individuelles, depuis les événements du 11 septembre, tous les grands actes criminels liés au terrorisme, qu'on parle du groupe des 18 de Toronto ou de Momin Kadjoua, ont pu être réprimés sans qu'on ait besoin d'invoquer des mesures comme la détention préventive ou les enquêtes d'investigation. Donc, je le répète, encore ici, un autre témoin qui nous affirme que les mesures présentes dans ce projet de loi-là ne sont pas utiles et peuvent même comporter des risques. Si on revient sur ce que M. James Cafier a dit, il convient également de se rappeler que tous ceux qui décident de garder le silence dans ce contexte ne sont pas nécessairement coupables et que le choix de garder le silence n'est pas un aveu ou une preuve de culpabilité. Par exemple, les gens peuvent avoir des inquiétudes légitimes pour eux-mêmes, des membres de leur famille et leur collectivité. On devrait pouvoir recourir à un mécanisme aussi exceptionnel que l'audience d'investigation que pour empêcher la perpétration d'un acte de terrorisme imminent. Il faut absolument éviter qu'il y ait recours pour enquêter sur des actes antérieurs. L'actuel libellé du projet de loi prévoit, au contraire, la possibilité de tenir des audiences d'investigation sur des événements antérieurs, de sorte que l'impératif de la protection de vie innocente face à un attentat terroriste imminent est totalement absent. Déjà, nous assistons à un renforcement des pouvoirs, ce qui indique bien que nous sommes déjà en présence d'un certain débordement en ce qui concerne l'usage qu'en font les autorités devant un tribunal. Ce projet de loi permet l'arrestation et la détention de personnes sans qu'il soit nécessaire de prouver le bien-fondé des allégations qui les concernent. Elle pourrait même faire en sorte que la liberté personnelle de gens dont la mise en liberté est assortie de conditions soit gravement limitée, même si ces crimes n'ont jamais été déclarés, même si ces derniers n'ont jamais été déclarés coupables d'un crime. Quiconque refuse d'accepter les conditions de l'engagement et de s'y conformer est passible d'une peine d'emprisonnement d'un maximum de 12 mois. Le projet de loi ne limite aucunement le nombre de fois où on peut appliquer cette disposition. En quoi cette façon de faire est-elle conforme aux valeurs et aux principes sur lesquels s'appuie notre système judiciaire au Canada? Les cas les plus récents, soit 5 hommes qui ont été détenus dans certains cas pendant 8 ans sans jamais être accusés ou trouvés coupables d'un crime, devraient pour nous tous constituer un sujet d'inquiétude. Je pense que c'est des propos qui doivent nous faire réfléchir lorsqu'on discute d'un projet de loi comme ça. En ce qui a trait à la lutte contre le terrorisme, il ne s'agit pas simplement d'inclure des dispositions un peu plus contraignantes dans le code criminel. Il faut se poser la question « pourquoi ?» Et parce que le Canada fait déjà partie de plusieurs conventions internationales traitant de cela, je ne crois pas que ces mesures-là soient pertinentes et utiles. En 2001, lorsque ces dispositions ont été discutées, l'objectif de la loi antiterroriste était de mettre à jour les lois canadiennes afin de satisfaire les normes internationales et notamment les exigences des Nations unies. Toutes les dispositions de la loi antiterroriste, excepté celles concernant les audiences d'investigation et l'engagement assorti de conditions, c'est-à-dire ce que nous discutons aujourd'hui et ce qui est présenté dans le projet de loi S7, demeurent en vigueur aujourd'hui. Pour être plus clair, toutes les dispositions de la loi antiterroriste originales sont restées en place. Toutes, sauf les 2 dispositions qui ont échu en 2007 et qu'on n'a jamais eu à utiliser et que les parlementaires n'avaient pas jugé bon de reconduire car elles ne s'étaient pas montrées utiles. Maintenant, on a en face le gouvernement conservateur qui disent que le NPD est contre le fait de rendre le pays plus sûr en matière de lutte contre le terrorisme. Mais la vérité, c'est que ce projet de loi-là n'apporte rien de plus de concret pour la sécurité et, d'un autre côté, va affecter les libertés et les droits fondamentaux des personnes. Et ça présente un risque réel, à mon humble avis. Le Canada possède déjà un arsenal juridique pour s'attaquer au terrorisme.
Nous avons des traités internationaux, nous avons une section complète du Code criminel qui en parle, plus toute une batterie de lois. De plus, une autre disposition de ce projet de loi serait de modifier la définition de renseignements opérationnels spéciaux, définition de la loi sur la protection de l'information. Ce changement ferait que les identités des sources confidentielles utilisées par le gouvernement seraient maintenant considérées comme des renseignements opérationnels spéciaux. La conséquence, ça réduit la transparence au niveau des informations. Compte tenu des résultats de ce gouvernement en termes de transparence, la réduire encore plus pour un sujet aussi sensible, ça peut juste me donner beaucoup d'inquiétude. En bref, Monsieur le Président, je m'oppose à ce projet de loi-là parce qu'on a déjà les moyens qui se sont montrés efficaces et celui-ci est inefficace et inutile pour combattre le terrorisme. Le projet de loi viole les libertés civiles et les droits de la personne, et ce, encore une fois, de façon inutile, notamment le droit de garder le silence et le droit de ne pas être emprisonné sans avoir un procès équitable. 2 droits absolument fondamentaux pour la société canadienne. Ces dispositions que l'on discute aujourd'hui ont été évoquées qu'une seule fois et sans succès, et je pense que ça illustre parfaitement le fait que nous possédons déjà les outils nécessaires pour combattre le terrorisme. Il n'y a donc aucune raison pour adopter des dispositions qui portent atteinte à nos libertés civiles, Monsieur le Président. Questions and comments? Questions et commentaires. L'honorable député de Brome-Missisquoi. Oui, bonjour. Merci, ma chère collègue. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que l'absence, je reconnais que le S7, comment je dirais ça, crée une absence d'équilibre entre la sécurité et les droits fondamentaux. Je sais que vous avez dit qu'on a le code criminel, on a des traités internationaux, donc des mesures législatives abusives telles que proposées par le S7 ne sont pas le moyen le plus approprié pour maintenir cet équilibre-là. Quels seraient les autres moyens que vous entrevoyez, que ce soit au niveau des policiers, des efforts de renseignement concernant ce projet de loi-là? Député de Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme je l'ai mentionné dans mon discours, à l'heure actuelle, le Code criminel et les différentes lois canadiennes répondent amplement aux besoins exprimés, aux besoins pour lutter contre le terrorisme. Et les dispositions contenues dans S7 ne sont pas utiles. Donc, je considère qu'à l'heure actuelle, nos policiers ont les moyens pour intervenir. Et c'est un peu sur ce que j'ai dit lundi passé. C'est un peu, il faut réfléchir, est-ce qu'on est prêt à vendre notre âme au diable? Est-ce qu'on est prêt à accepter des dispositions qui vont à l'encontre de droits fondamentaux pour, théoriquement, justifier qu'on serait plus en sécurité quand, dans le fond, ce ne l'est pas? Je pense qu'il faut se poser cette question-là. Et ici, ça va trop loin. On ne peut pas sacrifier nos droits pour justifier des besoins de sécurité qui, dans les faits, sont inutiles. Question et commentaire? L'honorable député de Abitibi, Bay James, Nunavik et You. Merci, Monsieur le Président. Et je tiens à féliciter ma collègue d'Abitibi-Témiscamingue pour sa présentation. Je pense que les points qu'elle a soulevés sont essentiels à ce débat, et notamment en termes de droit international et les droits humains. Ayant participé à plusieurs débats au niveau international depuis plus de 25 ans, j'aimerais qu'elle élabore un peu plus sur ces aspects-là, les droits de l'homme, les droits de la personne, et de quelle façon est-ce que ce projet de loi va affecter toutes ces questions-là. Député de Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Lorsque, par exemple, une des définitions
qu'on peut voir, c'est bon, arrêter quelqu'un sans détenir quelqu'un sans qu'il y ait eu un procès. Pour moi, c'est quelque chose qui a absolument aucun sens. C'est quelque chose de base dans les systèmes de justice de toutes les grandes démocraties de ce monde. À chaque fois, on peut pas détenir quelqu'un sans qu'il y ait eu un procès, sans qu'il ait eu le droit de se défendre, sans qu'il sache même pourquoi il est là. Déjà, en partant, ça m'apparaît une des grossières indécences de ce projet de loi-là, et c'est pourquoi je recommande pas aux gens de l'appuyer. Questions and comments. Questions et commentaires. Honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens moi aussi à féliciter ma collègue néo-démocrate pour son excellent discours, bien documenté, bien étoffé, avec des préoccupations, je pense, qui sont justes et légitimes. Mais j'aimerais lui poser une question qui concerne peut-être les orientations générales de ce gouvernement-là, du gouvernement conservateur. Est-ce que ça révèle, ce projet de loi-là, qui vient s'ajouter à d'autres projets de loi qui restreignent les libertés civiles, qui mise sur l'oppression, qui mise sur la répression. Il en faut de la répression, puis il faut faire attention. Il faut doter nos policiers des ressources qu'il faut. Mais est-ce qu'on est en train de faire face à un gouvernement qui veut s'introduire dans la vie privée des gens? D'ailleurs, où est-ce qu'il est rendu? C'est 20, là. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. C'est pas sur mon bureau, mais c'est comme disparu, ce projet de loi-là. Mais il y avait des inquiétudes légitimes. Et on a un gouvernement qui systématiquement s'en va vers des limitations de liberté fondamentale, du respect des droits de la personne. Et j'aimerais vous entendre pour voir si, selon vous, on est en train de voir une espèce de direction néoconservatrice de la part du gouvernement qu'on a en face de nous. La députée de Abitibi-Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. Comme j'ai commencé mon discours lundi, j'ai expliqué que les dispositions de la loi antiterroriste, au départ, avaient eu lieu après le 11 septembre 2001. Donc, c'était une réaction de peur et de panique à un événement qui, oui, faisait peur et qui était, bon, si on peut dire, compréhensible à cette époque-là. Mais ce qu'on voit dans la tendance conservatrice, c'est qu'on tente continuellement de servir de cette peur-là pour effrayer les gens, pour leur dire qu'il y a des dangers, quand c'est pas le cas, quand on a actuellement toutes les dispositions dans le code criminel pour faire une lutte appropriée aux terroristes, on sert de cette peur-là pour leur faire accepter des mesures qui vont à l'encontre des droits fondamentaux de tous les Canadiens, et ça, c'est vraiment dangereux, Monsieur le Président. Questions and comments. Questions et commentaires. Le député de York South-Western. Merci, Monsieur le Président. J'ai bien écouté les propos de ma collègue au sujet de ce projet de loi, et je remarque que il y a des pouvoirs accrus qui sont donnés aux policiers, mais c'est rare que c'est utilisé comme pouvoir, mais ça coûte cher. Corrigez-moi si j'ai tort, mais il me semble qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont subi les contre-coups de la viande contaminée au Canada que de gens qui ont été la cible des dispositions qui avaient été proposées. Alors, je crois qu'on ne dépense pas notre argent à bon escient parce que on ne protège pas les Canadiens contre la viande contaminée alors qu'on les protège contre des ennemis imaginaires tout en faisant reculer les libertés civiles et individuelles. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est effectivement le cas. Comme mon collègue l'a souligné, ce projet de loi-là est inutile. Il n'y a pas de mesures qui ont été utiles jusqu'à maintenant. Il n'y a aucune des mesures qui ont échu en 2007 qui ont été utilisées. Donc, il est clair que lorsqu'on sait que ces mesures-là n'ont pas été utilisées et qu'on prend du temps en chambre pour parler de ça, alors qu'on sait qu'il y a des gens qui ont été contaminés par une bactérie d'E. coli, qui ont risqué leur santé, oui, ça peut apparaître un peu étrange. Questions et commentaires. La députée de Châteauguay-Saint-Constant. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais entendre ma collègue sur le fait qu'elle explique le fait que le gouvernement utilise de plus en plus le Sénat pour apporter des projets de loi, alors que ça devrait normalement être apporté dans cette Chambre des représentants, des chambres des personnes élues par le peuple. De plus en plus, le gouvernement, moi, il me semble que c'est un projet de loi qui aurait dû venir du ministère de la Justice, mais curieusement, le gouvernement fait les choix d'utiliser le Sénat. Donc, qu'est-ce qu'elle pense de cette situation d'utilisation du Sénat pour introduire les projets de loi? La députée de Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Pour ma part aussi, ça m'apparaît tout à fait étrange qu'on utilise le Sénat. Je pense que c'est un projet de loi qui aurait dû venir du gouvernement, de la Chambre des communes. D'ailleurs, il y a un projet de loi qui s'en vient, le S11, sur la sécurité alimentaire. Je pense qu'on a discuté suffisamment de sécurité alimentaire. Et encore là, ce projet de loi vient du Sénat. Donc, pour moi, c'est absolument incompréhensible que ces projets de loi-là ne viennent pas de la part du gouvernement. Je ne sais pas sur quelle planète ils vivent, mais il me semble que ça aurait dû venir de cette Chambre des communes. Questions and comments? Questions et commentaires. Reprise de